Les réglages qui vont être importants pour nous, je dirais, c'est effectivement le format, c'est la qualité, donc on va dire la définition de notre image, le nombre d'images par seconde. Le nombre d'images par seconde, c'est intéressant parce que effectivement, on pourra faire des ralentis si on est sur une scène qui nécessite d'avoir un ralenti. On aura peut-être aussi l'impression d'avoir une image de meilleure qualité quand il y a une fréquence d'image qui est plus importante. Mais de toute façon, quand on va exporter, le résultat, on va l'exporter par exemple en HD 25 images par seconde, et bien effectivement, les fichiers en 50 ou en 100 images par seconde, entre guillemets, que certaines images vont être prises ou une reconstruction entre les images vont être faites pour ne garder que 25 images par seconde. La balance des blancs, c'est quelque chose qui est important. On va, on va faire, je dirais, différents travaux dessus. De base, on ne va pas s'étendre de manière importante dans la balance des blancs. De base, on va plutôt prendre, en tout cas, on va faire des essais. On va faire des essais de balance de blanc entre différents degrés Kelvin. On va peut-être démarrer à 3800 degrés Kelvin, puis on va faire 6 essais jusqu'à peut-être 8000 degrés Kelvin sur une même scène. Et ensuite, eh bien, une fois ce résultat fait, on dira c'est cette balance de blanc qui convient le mieux à l'endroit où je suis, dans les conditions de plongée où je suis, avec la luminosité dont je bénéficie. Il y a aussi une autre balance des blancs qui va nous intéresser, c'est la balance des blancs, pour la balance des blancs, c'est la valeur Kelvin de notre lumière. Si j'ai une lumière à 5500 degrés Kelvin et que je filme avec cette lumière, ça sera effectivement peut-être intéressant, ou au moins de me rendre compte ce qui se passe quand je plonge avec ma lumière qui éclaire un sujet et quand je suis en lumière mixte, c'est-à-dire que mon sujet est éclairé par ma lumière, mais au fond, je vais avoir la lumière naturelle et donc je vais avoir qui va définir une ambiance et une certaine valeur de bleu. Donc là aussi, ça c'est du travail qu'on va faire au niveau du PV2, c'est ce travail sur la balance des blancs. Ce qui est intéressant aussi au niveau du PV2, c'est de savoir travailler sur les ISO. Et certains boîtiers nous permettent de définir une plage d'ISO à utiliser. Et dans ce cas-là, eh bien, on choisira une plage d'ISO entre 100 et 400 ISO, ou 600 ISO. On pourra faire des tests. Il y a des boîtiers qui peuvent monter à 1200 ISO, voire plus. Ce qu'il y a, c'est que plus on monte en ISO, plus on va faire apparaître du bruit. Et donc là aussi, ça sera peut-être intéressant de faire quelques tests avec des valeurs d'ISO différentes pour pouvoir effectivement se rendre compte de ce que ça donne. C'est vrai que en absence de lumière, un environnement plutôt sombre, l'ISO va nous permettre de faire rentrer, de mieux capter la luminosité et d'avoir des images un peu plus claires. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment du bruit et en définitive de la netteté de l'image. Les focales, on pourra utiliser ce qu'on a de disponible sur nos boîtiers. On a peut-être moins, on a des mises au point à faire Avec ce sur ce sens, spec. c'est de F1.8 à F20 à peu près. Ouais, c'est ça, c'est Bien ça. sûr, tout à fait. Valide. Et F32 pour le R7, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, la vitesse d'obturateur, soit c'est automatique, le boîtier le gère automatiquement, soit on peut le gérer et on va mettre une valeur qui soit au moins 2 fois la vitesse, le double de la vitesse du nombre d'images par seconde. Donc si je suis à 50 images par seconde, il faut que je puisse mettre 100. Si je suis à 100 images par seconde, il faut que je puisse mettre 200. Donc ça va dépendre du boîtier, de sa possibilité sur les réglages à ce niveau-là. Et dernier point que je voudrais Excuse-moi, juste... est-ce que tu peux expliquer l'impact de la vitesse sur la vidéo? Oui, bah en fait c'est la quantité de lumière qui va rentrer. Ah, là, en photo, mais en Non, mais vidéo. en vidéo, entre chaque image, parce que si je suis à 50 images par seconde, eh Ouais. bien, je prends 50 images par seconde, donc l'obturateur ne peut pas rester ouvert très longtemps. Il y a donc une fréquence Il au ouvre niveau de 50 fois par l'obturateur. seconde. Pardon?
il ouvre 50 fois par seconde. Et il prend 50 images par seconde, si tu veux 50 images par seconde. Si tu veux 25 images par seconde, il te met 25 images par seconde. Il Oui, enregistre. Il c'est enregistre. c'est deux choses différentes. Il faut pas confondre la vitesse de lecture et la vitesse d'ouverture. La vitesse d'ouverture, c'est la vitesse où votre diaphragme va s'ouvrir à chaque prise de vue en photo comme en vidéo. Et la vitesse des images, c'est autre chose. C'est deux choses différentes. Hein, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est effectivement des notions qui sont pas toujours faciles à bien expliquer, mais grosso modo, euh, je peux demander à ma vidéo d'enregistrer 50 images par seconde, mais chaque image va être prise au millième de seconde. C'est l'intérêt. Donc, il ouvre pas, tu vois, il ouvre, il ferme, et puis il rouvre, il ferme, de manière à avoir 50 images. Mais la vitesse, L'intérêt, c'est d'avoir une bonne exposition, hein. tout à fait. On reste toujours sur le triangle d'exposition, hein. Que ce Ouais. soit dans la photo ou dans la vidéo, on travaille toujours sur le triangle d'exposition et le résultat est au milieu du triangle. Comme en vidéo, on bloque notre vitesse deux fois la lumière ou une fois la lumière. Donc, la vitesse d'obturation, on va laisser à 50 ou à 100 pour avoir un multiple de 50. Et donc, après, on a deux bras de levier ou la focale où on peut changer le diaphragme ou les ISO pour le triangle. Est-ce que je dis pas d'erreur? C'est ça, Denis. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc la ligne focale là que j'ai indiquée, vous l'oubliez, hein. J'ai juste marqué n'importe quoi, hein. Euh, donc, mais je suis d'accord avec toi, tout à fait. Mais après, les vitesses, entre le minimum, le double, en fait, il faut que ce soit un multiple. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu vas enregistrer des images quand ton obturateur est fermé. Toi, si t'es pas synchro sur un multiple de ton nombre d'images par seconde, mais en fait, tu vas avoir un décalage entre ta vitesse d'obturateur et les images que tu enregistres. C'est ça, c'est ça. Ouais, je suis Donc, si t'es pas. pas sur un multiple, parce qu'on dit mini le double, mais il faut que ce soit un multiple du nombre d'images par seconde. Sinon, à un moment donné, tu vas vouloir enregistrer et ton capteur sera fermé. Tu vois des images noires que tu vois Oui, pas. c'est un sujet qu'on doit approfondir. Je suis pas tout à fait sûr de ça. Moi, je pense que globalement, c'est ça. Hmm. Globalement, Mais c'est ça. À approfondir, mais à approfondir, hein. Mais c'est pour ça que c'est un multiple. Ben oui, mais justement, on trouve pas forcément un multiple dans les boîtiers. Ben, c'est pour ça que si tu le règles mal, tu vas avoir des images noires. Au TG 6.7, si on règle l'appareil, euh, on- lorsqu'on est en priorité à l'ouverture, on Mhm, peut tout régler. Donc, je reviens sur ce que tu disais, Denis Pierre, tout à l'heure, mhm, sur le fait que le TG 6.7 soit pas accepté sur le PV3. mhm. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on peut filmer à 25 images par seconde. oui, mais on peut pas jouer sur le diaphragme et sur les ISO manuellement. Si, Eh ben, ceux qui disent bien sûr. Si, c'est les deux paramètres justement sur lesquels on peut jouer, c'est l'ouverture et les ISO. Il n'y a que la vitesse qui n'est pas manuelle. Alors, je pense que ça sera intéressant d'en discuter avec les cadres nationaux. Oui, on en parlera à la prochaine réunion. Parce que, par exemple, quand j'ai passé mon PV2, on m'a demandé, t'es équipé avec quoi? J'ai dit, ben moi j'ai une GoPro et c'était un TG6 à l'époque. On m'a dit, TG6, on va voir, ça devrait aller, mais la GoPro, tu peux oublier. Et une personne, un des cadres, m'a dit, écoute, regarde du côté des QR codes, il y a une technique qui permet de la passer en manuel quand tu es sous l'eau. Parce qu'en sous l'eau, tu peux pas toucher au bouton, hein. Et c'est pas facile. Et j'ai passé mon PV2 justement sur ce thème-là. J'ai utilisé les QR codes avec la GoPro 11 et j'ai obtenu mon PV2 parce que je répondais et je cochais toutes les cases. Voilà.
Donc après, les choses se discutent, hein. Et ça se discute d'autant plus que la technologie évoluant tellement vite que parfois, bah, effectivement, pour l'instant, la réponse était TG6, TG7, non au PV3 parce que ce n'est pas 100% débrayable. Maintenant, après, si tu arrives à montrer que tu coches toutes les cases qui sont demandées au PV3, là, pourquoi pas? C'est possible. Alors, sur la GoPro, alors j'ai pris la GoPro à partir de la GoPro 7 jusqu'au GoPro actuel. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de mettre à jour le firmware avec, c'est un firmware qui s'appelle firmware bêta, mais qui va permettre en fait d'accéder à beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur de la GoPro et on va pouvoir faire énormément de réglages. Quand on l'utilise en terrestre, il n'y a pas de problème. On peut faire tous ces réglages. Ce qu'il y a, c'est que si on veut l'utiliser sous l'eau, ben à part paramétrer ces réglages, puis après la mettre dans le caisson, une fois qu'elle est dans le caisson, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors sur les réglages à faire, déjà j'indique que ce qui est intéressant, c'est de la mettre en quick capture sur on. C'est-à-dire que même si elle est éteinte et que vous avez une scène, vous appuyez sur le bouton de prise de vue, elle se met en route tout de suite. Et c'est rapide, elle est calée sur la vidéo. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, on va choisir son mode vidéo, 50 Hz ou 60 Hz. Donc là, c'est clair au sein de la GoPro, c'est indiqué de manière claire. On va choisir ça. Alors, j'ai parlé de résolution. Vous voyez le terme, j'aurais dû mettre définition, mais peu importe. Le nombre d'images par seconde, 25, 100. Et au niveau de l'ISO, on pourra choisir un mini et un maxi. Donc ça, c'est très intéressant. On peut aussi lui demander de faire une captation en 10 bits. Alors, c'est pas forcément indispensable au niveau du PV2, et parce que ça fait aussi des fichiers plus lourds. Mais bon, ça fait des fichiers qui ont davantage de qualité sur le plan de la couleur. On a la stabilité qu'on va pouvoir activer. Il y a différents facteurs de stabilité. Sous l'eau, les mouvements sont assez lents en général, donc on est relativement stable, on n'a pas de phénomène de tremblement, donc on n'a pas besoin de prendre le niveau de stabilité maximum, hein. L'intermédiaire est largement suffisant. Il faut savoir que la stabilité, c'est du travail de processeur, donc ça use de la batterie, ça fait travailler davantage la caméra, donc si on peut amener de l'économie là où on n'a pas besoin de pousser dans le retranchement, c'est pas plus mal. Sur la qualité, la netteté max, alors moi je propose qu'on prenne la netteté max sur une GoPro, mais rien n'empêche de faire des tests, hein, suivant le type de qualité, parce que est-ce qu'une qualité trop importante va pas faire ressortir davantage de bruit quand l'ISO est fort? À voir, hein, c'est des questions qu'on peut se poser. Alors, il y a les couleurs standards ou les couleurs éclatantes. Moi, j'ai eu l'impression que le fait d'utiliser couleurs éclatantes en plongée était un petit peu plus flatteur que des couleurs standards parce que tout est vite très, très vert ou très bleu en plongée. Et puis, il y a le problème de l'audio. Alors, souvent, on dit l'audio sous l'eau, on ne le prend pas. De toute façon, on va le jeter. C'est de mauvaise qualité. Si on veut avoir de l'audio de bonne qualité, on va s'équiper d'un micro qui est capable, d'un système capable de capter l'audio sous l'eau. Alors, oui, mais c'est déjà un certain niveau, je dirais, de compétence ou un certain niveau d'exigence. Si on prend de l'audio RAW, j'ai remarqué que même dans son caisson, la GoPro captait de manière assez importante l'audio. Et si, lors d'une plongée, on a la chance de croiser des sujets bavards, hein, des dauphins ou des cétacés, ça sera peut-être intéressant d'avoir le souvenir le plus beau possible. En tout cas, de l'audio RAW nous donnera la plus grande latitude de travail sur l'audio. Et les fonctionnalités audio de nos logiciels, comme DaVinci ou autres, sont aujourd'hui très très larges. Et plus on a d'informations, plus on a de qualité sur l'audio, et plus on aura la chance, par exemple, de supprimer un bruit de fond, de normaliser un son,
de réaugmenter certaines fréquences et d'avoir des résultats très très satisfaisants. Donc la GoPro, si on veut l'utiliser en niveau 2, il faut savoir utiliser la technologie des QR codes. Et pour ça, j'ai mis un lien qui explique comment on va utiliser QR code. En fait, le principe est simple. Dans notre navigateur, on va avoir une page web. La page web présente tous les réglages disponibles sur la GoPro que nous avons. C'est pas tout à fait les mêmes entre la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 et ainsi de suite. Mais en tout cas, voilà, on peut indiquer. Et on va pouvoir choisir. Par exemple, ce que j'ai fait des QR codes pour différentes balances de blanc. Et j'ai fait des QR codes pour différents angles. Différents angles de prise de vue. Hein. Très grand angle ou plus réduit. C'est wide et large. Ce qui m'a permis, sous l'eau, de changer tout simplement ce que je voulais prendre comme prise de vue avec ces QR codes. On peut les essayer en terrestre, hein, ça marche très bien en terrestre. On peut les essayer sous l'eau, ça marche aussi très très bien. Alors on peut faire soit des QR codes qui vont prendre un ensemble de réglages. Je décide de prendre en vidéo en 4K, en Full HD, en 50 images par seconde, avec telle balance de blanc, avec tel angle. Ça va faire un QR code qui va régler plusieurs réglages. Donc si on définit pour ces types de plongée 3 ou 4 pré-réglages type, eh ben on aura 3 ou 4 QR codes à promener. Ou alors on peut faire des QR codes par fonction, ce que j'ai trouvé intéressant au niveau de la balance des blancs. Après on les imprime, on les plastifie et puis on les attache entre eux et on les met dans sa poche et on les utilise sous l'eau. Voilà. On peut s'entraîner en piscine, c'est pas mal du tout. Alors sur la DJI, alors il y a la 3, la 4, là il y a 5 qui vient de sortir. D'après les tests que j'ai pu lire, ce sont vraiment des petits boîtiers très très performants. Certains disent que c'est même de meilleure qualité que la GoPro. Bon, très bien. Je ne sais pas dessus s'il y a une possibilité de système comme les QR codes. Donc, je ne vais pas dire qu'on peut les utiliser en manuel sous l'eau, mais en tout cas en automatique sous l'eau ou avec des pré-réglages prédéfinis, elles ont l'air d'être très très puissantes. Donc là, j'ai mis j'ai mis quelques liens justement sur les informations et sur la présentation en détail de chacune des actions, action 4 et action 5. Voilà. Pour les personnes qui seront. Est-ce que parmi vous, certains sont équipés de ce type de caméra? Oui, Oui. Et alors, ton expérience? la, la DJI est meilleure que la GoPro, largement, sous l'eau. D'accord. Meilleur sur quel point? Tu as une restitution des images qui est au niveau de la colorimétrie qui est vraiment meilleure que sur la GoPro. D'accord. Les deux, hein, tu vois, regarde, j'ai les deux. Il y a la DJI et la GoPro. D'accord. Et il n'y a pas photo. Hein. Ok. Ouais, c'est Et lié en alors, partie à la taille du capteur. probablement. Donc la taille du capteur de la DJI, je crois qu'elle est un peu plus grande que la GoPro. Ensuite, au Je niveau pense. des réglages manuels, non, tu peux avoir des pré-réglages avec des pré-réglages C1, C2, C3, C4, C5 que tu configures à terre. Oui. Et Et que ensuite, quand t'es en plongée, ben, tu choisis le pré-réglage que tu as enregistré. tu peux les activer. Ouais. Tu peux Donc c'est. changer en cours, mais tu peux faire que ça. C'est-à-dire qu'une fois que ce pré-réglage-là, il est fait, Ouais. tu pourras pas en inventer d'autres en plongée. Non, mais tu as le choix de différents pré-réglages en plongée. Oui. Ouais, donc c'est une forme en fait, elle est manuelle. Tu peux accéder à tous les réglages dont tu as besoin. Elle est 100% Euh, manuelle. Joker sur cette partie-là. Voilà. Ok. Sur cette Je sais pas du réponse, tout, je moi. sais pas te dire. Hmm. Euh, Au niveau de la balance des blancs, ça n'a rien à Tu peux voir. la changer. Ce qu'il ne garde pas en, en paramètres, enfin en pré-réglage, c'est le niveau de zoom, par exemple.
D'accord. Si tu veux, suivant que tu veux du grand angle, du moyen angle, enfin t'as différentes largeurs D'accord. profondeur, si tu veux. Mhm. Ça, quand tu dis ça, j'enregistre ce profil, D'accord. quand tu l'allumes, c'est pas enregistré, il le garde pas, ça. Mais est-ce que solo, tu peux changer ton zoom? Non. Alors, non, une fois que c'est dans le caisson qui est étanche à 60 mètres. C'est-à-dire que le zoom en terrestre, tu peux l'activer à l'arrière sur l'écran arrière, Ouais. voilà. Mais quand tu es sous l'eau, il est dans un caisson étanche, Ouais. et tu n'as plus que le bouton du haut et le bouton sur le côté. Tu D'accord. n'accèdes plus aux fonctions tactiles des écrans avant ou arrière. Mais par elle-même, elle est étanche à quelle profondeur? 10 mètres. 12 mètres, je crois. Enfin, ça dépend de la version. D'accord. Mais t'es à plus de 10 mètres. Donc, si t'es à moins de 10 mètres, tu peux avoir accès au zoom. Non? Euh, Ah, le alors après, touch, j'ai je sais pas pas si le touch, essayé, il marche bien sous j'ai l'eau. j'ai pas essayé le tactile sous l'eau. Ouais, 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 ouais. Parce qu'en terrestre, oui, sous Ouais. l'eau, Hmm. Ouais. t'es pas sûr que ça réagisse aussi bien, quoi. C'est Bah très oui, c'est très aléatoire parce que comme c'est sous l'eau, avec le tactile, ça fonctionne pas très bien. Bah oui. je comprends. Juste une question, Stéphane, tu comparais quel niveau de GoPro à quel niveau de DJI? Alors moi, j'ai la 11 en GoPro et j'ai la DJI 4 en DJI. Et au niveau de la balance des blancs, il n'y a pas photo, hein. Ok. Mais comment tu dis en balance des blancs, il n'y a pas photo, ça veut dire quoi? Si tu te mets en mode automatique, tu veux pas t'embêter, tu te mets en mode automatique. La GoPro en mode automatique, elle fait des images, elle fait des belles images, mais c'est pas génial. La DJI, elle a vraiment un rendu exceptionnel. Quand tu regardes le plan là, sur lequel il y a écrit Action 5, là, sur la slide là, que tu présentes, Mhm. dans le haut, tu as un capteur de luminosité, température, des fois de profondeur, tu sais pas trop. Et c'est ça qui fait que elle adapte toute seule la colorimétrie des images. Ouais, Donc il y a un détecteur, ici, ouais, là, ouais, spécifique à la ouais, plongée. ouais. Alors C'est pour ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaillera en PV2, parce qu'en PV2, on va vouloir bloquer la balance des blancs. On va pas la laisser en automatique. Oui, c'est possible. Ça, On ça va fait pas la- partie des paramètres réglables. Voilà. Donc on va effectivement plutôt travailler avec des balances des blancs fixes. Et on verra d'ailleurs la limite de chacun, hein, des balances des blancs automatiques et des balances des blancs fixes. En fait, le principal problème, c'est le fait de pouvoir avoir une homogénéité de traitement des couleurs entre les plans sur un montage. Et quand tu fais une plongée où tu varies de profondeur, en fait, la balance des blancs, c'est un filtre, hein, tout simplement. Donc, en faisant sa balance des blancs automatiquement, il va changer le filtre. Et en changeant le filtre, il va changer le rendu des couleurs. Même parfois, ce que tu vas voir en filmant avec ton Action 5 ou 4 sera plus beau que ce que tu as vu avec ton œil, hein, parce qu'il aura utilisé un filtre et que toi, tu n'as pas de filtre devant les yeux. Hmm. Mais on regardera si on n'a pas de temps en temps des aberrations liées à ces filtres, comme des rayons du soleil qui deviennent roses ou des bulles qui s'échappent des bouteilles, hein, des plongeurs, qui sont pas blancs mais qui sont plutôt rouges, des éléments comme ça. Donc il y a un travail à faire qui est intéressant justement entre ce que nous apportent des filtres automatiques et l'utilisation de filtres de balance des blancs définis de manière à assurer une unité entre tous les plans que l'on va faire. Hmm. Quand on est à Beaumont, par exemple, donc on étend, hein, pour ceux qui connaissent pas, Oui, en tant que plongeur, tu vois une eau très verte, oui, et le film sorti de l'Action 4, Et bleu. il est plutôt bleuté, oui. tu vois, sans aucun autre traitement, hein, enfin, Oui, sans oui, je comprends étalonnage bien. Je autre. comprends bien. Ouais. Je comprends bien parce que le filtre, en fait, le filtre, il filtre. Donc, il filtre quoi? Il va filtrer les rayonnements verts et bleus pour mettre en valeur les rayonnements rouges qui, eux, ont du mal à rentrer dans l'eau. Hmm. Et donc, ça va rééquilibrer, on va dire, l'ensemble de l'image
et ça va nous apporter une image plus belle et plus flatteuse. Qu'on pourrait même pas avoir avec de l'éclairage, parce que notre éclairage porte pas assez loin. Mm. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, savoir quand on peut utiliser les filtres ou quand on va plutôt chercher à les bloquer, à bloquer l'utilisation des filtres en définissant une balance des blancs précise. Par exemple, moi, il m'arrive souvent de prendre des blancs avec mon boîtier et j'ai la GoPro au-dessus. Eh bien, je règle la même balance des blancs entre les deux. Comme ça, je suis sûr que je vais pouvoir plus facilement mélanger des plans qui viennent de la GoPro et de mon boîtier. Tandis que si je laisse la GoPro libre, en automatique au niveau de sa balance des blancs, elle va peut-être me sortir de temps en temps des blancs, des plans plus flatteurs que j'aurai avec mon boîtier. Mais sur la timeline, je vais être embêté parce que je vais avoir une différence. Et je vais perdre cette unité. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler, justement, c'est avoir une unité sur l'ensemble de nos plans. Donc, c'est intéressant, justement, de bien savoir manipuler les balances des blancs et de savoir quand va les, de quelle manière on va les utiliser, soit en automatique, soit en les définissant, et lesquels on va définir. Et cette différence de balance des blancs, on ne peut pas la modifier en post-traitement? Et Oui, si tu as des fichiers de qualité excellente, donc des fichiers qui sont encodés en 10 bits, tu vas pouvoir, ou en log peut-être, tu vas pouvoir travailler là-dessus. Mais nous, ce qu'on a, on va obtenir des fichiers qui sont souvent des fichiers en H264. Et en H264, tu vas pouvoir faire, tu as une certaine latitude de traitement en post-production, mais elle est diminuée. Alors, encore une fois, au PV2, on va pas travailler cet aspect-là de la colorimétrie. Tout ce qui est étalonnage, tout ce qui est post-traitement sur la couleur, ça sera du PV3. Donc on va plutôt chercher au PV2 à équilibrer nos plans en travaillant sur la balance des blancs. C'est, si tu veux, c'est du travail entre guillemets académique. Hein. Avant de courir, il faut apprendre à marcher. Et puis Oui, après, mais je comprends, il faut faire pour avoir le moins de travail à faire après. et puis après, bon, bah après, quand tu as bien compris comment marchait l'un ou l'autre, ceci, cela, à toi de libérer ton expression, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on est dans un cadre qui est défini, PV1, PV2, PV3. PV2, on ne travaille pas la colorimétrie en post-production, on travaille les couleurs à la prise de vue, et donc on travaille avec des filtres ou avec des balances de blanc. Ouais.